L'étau se resserre dans ce récit de tueur à gages qui, décidément, même pour les fans du film, réserve de nombreuses surprises. Yo les boys et girls, Shibal évidemment, votre lecteur attitré pour Bullet Train de Kotaro Isaka pour la 10e vidéo. Aujourd'hui, nous allons lire un nombre de pages très rond, 40, pile 40, donc de 368 à 407, ce qui correspond à Coccinelle 10, Kimura 7, Agrumes 11, Le Prince 7 et Coccinelle 11. Et sachez que Les Agrumes 11 est le dernier chapitre qui se nomme Les Agrumes. Pas que les agrumes vont plus apparaître, hein, comme on voit, il y a Kimura dans les chapitres du Prince, il y a Coccinelle dans les chapitres des agrumes, donc peut-être que les agrumes, ou en tout cas un des agrumes, vu ce que vous savez, on va continuer à apparaître dans d'autres chapitres, mais en tout cas, aujourd'hui, on lit le dernier chapitre qui se nomme Les agrumes, tout simplement. Commençons sans plus attendre. On s'est arrêté sur Mandarine et Coccinelle qui doivent faker que le fils de Minegichi et sa valise sont safe. Et t'avais un peu le prince qui s'était mêlé de tout ça. Bref. Coccinelle 10. L'annonce du départ résonne dans la gare de Sendai et les passagers munis de bagages commencent à monter à bord. Nanao, debout à côté de Mandarine sur le quai, observe leurs mouvements du coin de l'œil. Devant eux, il aperçoit 3 hommes en costume. 2 contre 3, crie une voix intérieure. Un peu plus loin, un homme de grande taille au crâne rasé et derrière lui 2 types musclés qui ressemblent à des lutteurs. Tous les fixent du regard, lui et Mandarine. C'est comme un penalty au foot. Une ligne de gars formant un mur infranchissable, constate Mandarine avec un calme olympien, du moins en apparence. Des mots mesurés, le souffle régulier. Tu dois être Mandarine, interpelle l'un des 3 types en costume. Il a les sourcils épilés et des yeux de fouine. J'ai beaucoup entendu parler de toi et de ton partenaire. Nous avons reçu un appel urgent de M. Minegichi qui nous demande de venir vérifier ce que tu fabriques. Malgré la teneur de ses propos, le ton de l'homme reste affable. Nanao lève les yeux et remarque qu'un chef de gare est figé quelques mètres plus loin sur le quai. Il les observe d'un air clairement interrogateur, ce qui lui semble logique. Ce rassemblement d'hommes sur le quai n'ayant rien d'ordinaire. Ils ne ressemblent ni à des amoureux qui font leurs adieux, ni à des amis de longue date qui viennent de reconduire leurs potes à la gare. Toutefois, l'employé semble comprendre, mieux vaut qu'il garde ses distances. Tromper les hommes de Minegichi au sujet de la valise devrait être assez simple. Mandarine doit simplement insister sur le fait qu'il s'agit de la bonne, et ils le croiront sans doute. Le problème, c'est moi, pense Nanao, en gardant la tête baissée, les yeux rivés sur la pointe de ses chaussures. Fais comme si tu étais le fils de Minegichi, lui a dit Mandarine, mais Nanao ne sait pas comment se comporter. Comment pourrait-il le savoir? Ça te dérange d'ouvrir la valise? Impossible, répond Mandarine. Nous n'avons pas le code. Tu as une idée de ce qu'il y a dedans? Le type en costume sans sourcil ne dit rien, mais tend la valise vers le bagage, puis s'accroupit pour l'examiner de plus près et la saisit par la poignée. Il contemple la serrure à combinaison tel un collectionneur un vase rare, mais pour autant que Nanao puisse en juger, l'homme n'a pas encore compris qu'il ne s'agissait pas de la bonne valise. Quelles sont ses initiales? Demande-t-il en levant les yeux vers Mandarine. Sur le bas de la valise, il y a 2 stickers MM en lettres romaines d'un rose vif en scintillant plutôt du goût d'une adolescente. MM, c'est peut-être pour... en lettres romaines, il me semble que M c'est 1000, donc ça serait 2000. Peut-être pour le nombre de thunes qu'il y a dedans. C'est probablement le M de Minegichi, répond Mandarine d'une voix posée. Pourquoi 2 M dans ce cas? Le prénom de M. Minegichi est Yoshio. Comme je le disais, M pour Minegichi. Je parle du second M. Celui-là est aussi pour Minegichi. Yoshio signifie homme gentil. C'est forcément une blague, non? De toute façon, ce n'est pas moi qui ai collé ces autocollants. Ne me demande pas de quoi il retourne. Le Shinkansen va bientôt repartir. On peut y aller? Plus personne ne descend du train ou n'y monte. Les seuls individus restés sur le quai attendent le prochain. Sans sourcil, se relève, puis se place sous le nez de Nanao. Est-ce qu'il porte toujours des lunettes, ce mec? Nanao manque de sursauter. Il aimerait les arracher sur le champ, mais parvient à résister à cette envie. C'est moi qui l'ai obligé, répond Mandarine.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Minigichi Junior ici présent, dit-il à Kaplon, et à ces mots, le type sans sourcil se raidit légèrement. Je veux dire, le fils de Monsieur Minigichi se reprend. Mandarine était détenu par de dangereux personnages, et autant que je puisse en juger, il reste une cible. Quelqu'un aurait tout à fait pu monter à bord avec l'intention de le buter. J'ai pensé qu'il avait besoin de se déguiser. Pourquoi des lunettes? Pourquoi pas? Ce n'est pas le seul détail d'ailleurs. Son allure a changé, non? Fait remarquer Mandarine. Imperturbable. Je suppose que oui, répond sobrement sans sourcil en brandissant soudain son téléphone. Le boss m'a envoyé une photo de son fils. Un visage s'affiche sur l'écran. Sans sourcil se déplace pour le tenir devant le visage de Nanao. Oh, allez, le train va partir, lance Mandarine en poussant un soupir exaspéré. Il ne ressemble pas vraiment à la photo. Bien sûr que non, on l'a arrangé pour que personne ne le reconnaisse. Les cheveux, les lunettes. Bien, maintenant on y retourne. Tu pourras dire à M. Minigichi que tout va bien. Mandarine pose une main sur l'épaule de Nanao et fait mine de l'emmener vers le train. Nanao acquiesce. Hâte que cette comédie se termine. Il s'efforce de prendre un air suffisant afin de ne pas révéler son soulagement. Mais soudain, son sourcil prononce un nom qui ne lui est pas familier. Nanao est tenté de l'ignorer, mais il se rend compte immédiatement qu'il s'agit peut-être du prénom du fils de Minigichi. Il lève donc les yeux vers l'homme. Apparemment, son intuition était la bonne. Je suppose que ton père est le seul à pouvoir ouvrir cette valise, hein? Nanao fait une grimace et hoche la tête. Je n'en ai aucune idée. Pourtant, il sent qu'il devrait faire autre chose que rester planté là. Le malaise est prégnant. Sans vraiment y penser, il attrape la valise et commence à tourner les chiffres de la serrure en faisant mine de chercher la combinaison. Cela dit, ce serait génial s'il suffisait de jouer avec les chiffres pour l'ouvrir. Les cadrans cliquettent et il a l'impression que cette démonstration rend son ignorance plus crédible. Comme quelqu'un qui agirait maladroitement alors qu'il s'efforce de paraître décontracté. Je pense qu'il n'y a pas la moindre chance que son petit jeu puisse produire la bonne combinaison. Personne n'en serait capable, alors moi, encore moins, vu le bol que j'ai. Mais il oublie que selon la loi de Murphy, aucune combinaison aléatoire ne déverrouillera la serrure, sauf qu'il n'a pas l'intention d'ouvrir la valise. Celle-ci s'ouvre d'un coup, et le couvercle se détache, déversant sur le quai une avalanche de sous-vêtements féminins. Sans sourcil se fige, comme les autres types en costume. Ils n'ont pas l'air de comprendre ce qui vient de se passer, mais ils savent désormais que cette valise, pleine de sous-vêtements, n'appartient pas à Minigichi. Même Mandarine paraît sidéré, mais Nanao, habitué aux coups de hasard, garde son calme. Certes, il est légèrement surpris, mais il est surtout traversé par un sentiment du genre « Encore ?» Ou plutôt « J'aurais dû m'en douter. » Il franchit le quai d'un bond et saute dans le train, entraînant Mandarine dans son sillage. La porte se referme sur eux au moment où ils pénètrent sur la passerelle, et le Shinkansen se met en marche. Par la vitre, il voit sans sourcil porter son téléphone à son oreille. « Eh bien, dit Nanao en regardant Mandarine, qui pousse un grand soupir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Le Shinkansen reprend une vitesse de croisière, ne prêtant aucune attention à leur agitation. « Mais pourquoi t'as ouvert la valise? » demande Mandarine, en le toisant avec sévérité, pensant brièvement qu'il devait avoir un plan en tête, quoique l'expression de son visage froid et cadavérique demeure indéchiffrable. J'ai pensé que ce serait plus convaincant si j'essayais d'ouvrir la serrure. Et tu as trouvé ton petit numéro convaincant? Je me suis dit que je n'arriverais pas à trouver la combinaison. Je me suis dit que si je n'arrivais pas à trouver la combinaison, il me croirait. Mais tu l'as trouvé. J'ai seulement eu un coup de bol, j'imagine, répond Nanao en riant sous sa cape de sa propre blague. Bon, maintenant ils doivent penser qu'il se trame quelque chose, du moins avec la valise. Ça c'est sûr. Le cours de nos actions était déjà en baisse quand on a quitté Omiya, mais à cette heure, il est en chute libre. Le train ne s'arrête pas avant Morioka, donc nous sommes en sécurité pour le moment, fait remarquer Nanao, cherchant une lueur d'espoir et s'y accrochant de toutes ses forces tout en sachant que c'est juste une illusion. C'est exactement ce que dirait Citron, s'exclame Mandarine avant de se demander à voix haute. Où il est d'ailleurs ce hurluberlu? Il regarde à gauche et à droite. Hé, toi, tu m'as dit que Citron était parti vers l'arrière du train. Il pointe du doigt le collégien. Il ne va pas nous lâcher la grave, celui-là. Le gamin les écoute depuis un moment, lui et Mandarine, et il a été témoin de ce qui vient de se passer sur le quai à Sendai.
Il doit avoir compris quel danger il encourait, mais ne semble pas avoir l'intention de s'enfuir ou de raconter quoi que ce soit à personne. Il se contente de rôder autour d'eux. Où sont ses parents? On lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais peut-être sa crise d'adolescence l'attire-t-elle vers les marginaux? À moins qu'il veuille simplement se vanter auprès de ses camarades des trucs de dingue dont il aurait été témoin à bord du Shinkansen. Oui, inquiète ce garçon en pointant du doigt la voiture 6. Votre ami s'est précipité dans cette direction, comme s'il avait oublié quelque chose. Il est peut-être descendu à Sendai, dit Nanao quand l'idée lui vient en tête. Pourquoi aurait-il fait ça? Je n'en sais rien, peut-être qu'il en a eu mort et qu'il l'a laissé tomber. Jamais de la vie, répond calmement Mandarine. Il veut être un train utile. L'homme avec qui j'étais a disparu lui aussi, annonce le collégien en regardant tour à tour Nanao et Mandarine. Mais qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Demande-t-il sur le ton d'un délégué de classe ou du capitaine d'une équipe de foot qui jugerait l'humeur du groupe avant de confier les missions aux uns et aux autres. Au fait, qu'est-ce qu'il y a? À propos de ce que vous disiez il y a une minute, le prochain arrêt n'est pas à Morioka. Quoi? Nanao manque de s'étrangler. C'est quoi alors? Ichinoseki. Nous y serons dans 20 minutes environ. Puis Mizu Sawahe-sashi, Shin Hanamaki et enfin le terminus Morioka. Je croyais que le Hayate était direct entre Sendai et Morioka. Pas tous. En tout cas, pas celui-là. Je ne le savais pas, dit Mandarine, qui semble avoir eu la même intuition que Nanao, dont le téléphone se met à sonner. Réponds, c'est probablement ta Maria, lui dit Mandarine. Il n'y a aucune raison de ne pas prendre l'appel. J'imagine que tu n'es pas descendu à Sendai, m'accuse Maria. Comment l'as-tu deviné? Plus important, est-ce que tu vas bien? J'étais inquiète à l'idée que Mandarine ait trop un peu de buter. Je suis précisément en compagnie de Mandarine. Tu veux lui parler? On dirait que Nanao fait une blague, mais Maria garde le silence. Elle doit se faire du souci. Ils t'ont capturé? Non, non, on s'entraide, dit-il en regardant Mandarine qui hausse les épaules. Je fais exactement ce que tu m'as suggéré. Je leur remets la valise. Je ne t'ai pas suggéré de faire. Je t'ai suggéré de faire ça en dernier recours. Et ce moment est arrivé. Maria se tait à nouveau. C'est alors que Mandarine reçoit un appel sur son propre téléphone et s'éloigne pour répondre. Le collégien se trouve seul, mais ne retourne pas à sa place. Il reste là à regarder les deux hommes. Quelle est la prochaine station? En fait, Maria, tu savais que ce n'était pas Morioka? C'est Ichinoseki. Alors descends, laisse tomber la valise, tire-toi. Ce train doit être maudit, c'est trop dangereux. Descends et pars sans te retourner. Nanao sourit amèrement. C'est moi qui suis maudit. Ne baisse surtout pas la garde devant Mandarine et Citron. Ils sont dangereux eux aussi. Tu n'as pas besoin de me le préciser. Nanao raccroche. Quelques instants plus tard, Mandarine est de retour. C'était Minegichi. Son expression reste inchangée, mais son ton est grave. Qu'est-ce qu'il a dit? Demande le collégien. Mandarine lui jette un regard sévère, puis se tourne vers Nanao. Il m'a ordonné de me pointer à Morioka. À Morioka. Apparemment, Minegichi était plus inquiet que furieux. Il voulait savoir pourquoi Mandarine avait montré à ses hommes la mauvaise valise. Je me suis demandé si je devais m'excuser, faire l'idiot ou raconter la vérité. Alors je lui ai dit, vos hommes me donnaient du fil à retordre, donc j'ai voulu les remettre à leur place. Pourquoi tu as dit ça? C'est typiquement le genre de truc qui met Minegichi encore plus en rogne. J'ai pensé que ce serait plus difficile pour lui de comprendre ce qui se passe, à savoir si je l'ai trahi ou si je déconne seulement. La vérité, c'est qu'on ne l'a pas trahi, on a juste déconné. Oui, et cette erreur a coûté la vie au fils de Minegichi. Nanao sans ses tripes se tordent à cette idée. Si vous n'avez rien à cacher, avait apparemment rétorqué Minegichi, alors vous viendrez jusqu'à Morioka. Si vous filez avant, j'en déduirai que vous tentez de fuir. Et ça, vous le regretterez amèrement. Je vous en ferai tellement baver que vous regretterez de ne pas être descendu à Morioka. Et Mandarine lui avait répondu, bien entendu, nous ferons ce que vous nous demandez. Votre fils est impatient de vous revoir. Après avoir rapporté la conversation à Nanao, Mandarine hausse à nouveau les épaules. Donc, maintenant, Minegichi est en route pour la gare de Morioka. Il vient en personne? Oui. Alors qu'il devait se détendre dans sa villa, dit Mandarine avec agacement. Évidemment qu'il a reçu un appel pour l'avertir qu'il se passerait quelque chose de bizarre et qu'il devait peut-être aller vérifier par lui-même. Qui lui a dit ça? Le type à la gare de Sendai. Nanao ne sait pas comment répondre à ça. Le
Le subordonné de Minegichi a-t-il vraiment fait sortir le patron de son antre? Eh bien, je te souhaite bonne chance. Moi, je descends à Ichinoseki. L'arbre de mandarine apparaît soudainement dans sa main et se pointe sur Nanao. C'est une petite pièce élégante qui ressemble davantage à un drôle d'appareil photo numérique qu'à un revolver. Les yeux du collégien s'écarquillent et il recule d'un pas. Tu restes avec moi, coccinelle. Désolé, je me tire. De ce contrat, de ce train. Tu trouveras ta valise dans la salle du personnel et la femme qui s'est fait le fils de Minegichi dans la salle polyvalente après la voiture verte. Tu vas pouvoir tout expliquer à ton patron. Non, gronde la voix de Mandarine, dure comme du fer. Tu crois que tu as le choix? T'as l'impression que quand je te braque une arme sur la tempe, je bluffe? Nanao ne peut ni acquiescer, ni secouer la tête. Vous ne voulez pas partir à la recherche de Monsieur Citron? Demande le gamin sur le ton que prendrait un délégué désireux de conclure le conseil de classe. Les enfants prennent tout à la légère, pense Nanao. Encore là, je sais que je me répète, mais si vous avez vu le film, cette scène ne vous est pas anodine, puisque c'est effectivement encore des sous-vêtements qu'il y avait dans la valise dans le film. Donc, on n'est pas trop perdu. Sachant que Kimura est en très mauvais point et est en agonie littéralement avec Citron, c'est très intriguant de savoir ce qui se passe de son côté. Donc, passons donc à Kimura 7. Au moment où Shigeru Kimura raccroche, sa femme Akiko lui demande qui c'était. Ils vivent dans une ancienne communauté résidentielle, aménagée par un promoteur enthousiaste à l'époque du boom. Elle se situe loin du nord de Tokyo, en remontant la route 4 jusqu'à Iwate. Au fil du temps et de la dégradation de l'économie, les jeunes ont déménagé vers des quartiers plus urbains, la population a diminué et les plans d'aménagement des sections non construites n'ont jamais été mis à exécution. La zone est devenue terne et indéfinissable. Les couleurs des bâtiments se sont estompées, donnant l'impression que la ville était soudain passée de la croissance à la vieillesse. Mais cela convenait parfaitement à Shigeru et Akiko Kimura, loin du bruit et des passions de la ville. Quand ils ont trouvé cette petite maison isolée il y a 10 ans, ils l'ont achetée sans y réfléchir à deux fois et y vivent heureux depuis. C'est un appel de quelqu'un à bord du Shinkansen. Vraiment? S'exclame Akiko en posant sur la table un plateau avec des gâteaux de riz et des crackers épicés. Voilà, mange les épicés et les sucrés à tour de rôle. Il ne manque plus que des fruits, dit Akiko en passant en revue leur collation. Qu'est-ce qu'il voulait? Quand Yuichi m'a appelé tout à l'heure, il m'a raconté qu'il était prisonnier et m'a demandé de l'aider. Oui, je me souviens. Tu m'as même dit qu'il était à bord du Shinkansen et qu'il te jouait un tour. C'est ce que j'ai dit, et pourtant maintenant je pense que ce n'était peut-être pas une blague. Ayant du mal à faire le lien entre les événements, Shigeru Kimura s'exprime en termes vagues. Le gamin à qui j'ai parlé tout à l'heure vient juste de rappeler. A-t-il confirmé que Yuichi préparait quelque chose? Il a tenu des propos étranges, explique Shigeru avant de faire part à sa femme de ce qu'il a entendu. Pas assez épicé, dit-elle en secouant la tête d'un air dubitatif avant de reprendre un biscuit et de le mettre dans sa bouche. Tu veux essayer de rappeler Yuichi? Shigeru manipule maladroitement le téléphone portable, essayant de s'orienter dans le menu pour retrouver l'appel entrant le plus récent. Il tombe directement sur messagerie. Le numéro qu'il essaie de joindre semble avoir été désactivé. J'aime pas ça du tout, dit Akiko en grignotant un autre crackers. Je m'inquiète pour Wataru. Shigeru sent une chape de plomb tirer son estomac vers le bas, une inquiétude grandissante, sombre et indistincte, annonciatrice de mauvaises nouvelles. Et puisque le garçon n'a pas donné de détails, il ne peut s'empêcher de cogiter. Wataru est-il en danger? Je n'en sais rien. Il décroche à nouveau le téléphone pour appeler l'hôpital. Mais à quoi pensait Yuichi? Comment a-t-il pu abandonner Wataru pour monter dans un Shinkansen? Tu crois qu'il venait nous rendre visite? Si tel était le cas, je crois qu'il nous l'aurait dit. Même s'il comptait nous faire une surprise, il aurait au moins vérifié que nous étions chez nous. Peut-être qu'il en a eu assez de s'occuper de Wataru et qu'il est parti prendre l'air. C'est un alcoolique. Il est un paresseux de surcroît. Mais ce n'est pas du genre à faire ça. Shigeru compose le numéro de l'hôpital. Personne ne décroche pendant un moment et la sonnerie retentit longtemps avant qu'un membre du personnel finisse par répondre. C'est une infirmière qu'il a déjà rencontrée plusieurs fois
et sa voix s'adoucit immédiatement quand il lui donne son nom. Est-ce que Wataru va bien? Je l'ai aperçu tout à l'heure, et il n'y a eu aucun changement, mais je peux aller vérifier à nouveau. Shigeru patiente le temps qu'elle revienne. Son état est stationnaire, mais si quelque chose se passe, je ne manquerai pas de vous contacter. Je faisais une sieste et j'ai fait un rêve bouleversant à propos de mon petit-fils, ajoute-t-il après l'avoir remercié. Un homme dangereux se glissait dans l'hôpital pour le kidnapper. Mon Dieu! s'exclame l'infirmière, ne sachant comment répondre. Vous avez dû être si inquiet! Je suis désolé de vous avoir importuné avec mes histoires. Je suppose que les personnes âgées accordent trop d'importance à leurs rêves. Oh, mais pas du tout. Je comprends parfaitement. Elle fait de son mieux pour être polie, ce qu'il apprécie. C'est toujours plus agréable que d'avoir l'impression d'être une nuisance. Tu as peur qu'il y ait un souci? Demande Akiko lorsqu'il a raccroché, en portant sa tasse de thé à ses lèvres. Je crains que ce soit déjà le cas, et mes intuitions ne me trompent pas en règle générale, ajoute-t-il en caressant sa barbe blanche pour mieux réfléchir. Il y a pourtant un truc qui cloche. Qu'est-ce que tu veux dire? Le gars qui a appelé. Tout à l'heure, il semblait être un collégien ordinaire, mais cette fois, c'était différent. Je mettrais ma main à couper. Il se redresse et étire ses bras au-dessus de sa tête. Son squelette grince et ses articulations craquent. Cette voix masculine qui a affirmé appartenir à un collégien, ce dernier n'a pas dit grand-chose, quoiqu'il se soit exprimé avec clarté et précision. Vous savez quoi? Allez regarder la télé avec votre femme, et je n'aurais pas dû appeler. Il s'est excusé, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Désolé, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais raccrocher maintenant. Puis la ligne a été coupée, laissant Shigeru dans le brouillard. Tu penses que ce garçon me préparait un mauvais coup? S'enquiert Akiko en prenant un autre biscuit. Celui-là sont plus doux qu'épicés, vraiment. Tu sais que j'ai toujours raison sur ce genre de choses. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux y faire? Tu n'as pas réussi à contacter Yuichi? Alors appelons la police. Shigeru se hisse sur ses pieds et se dirige vers les tatamis de la pièce adjacente, où il déroule un futon. Tu vas faire la sieste? Tu fais toujours la sieste quand tu es inquiet, soupire Akiko, en grignotant un biscuit de plus. Et la plupart du temps, tu fais un mauvais rêve. Pour Shigeru, dont l'esprit paraît enveloppé de brume, il semble toutefois que le cauchemar est déjà commencé. Donc intéressant, vu que Kimura, c'est le nom de famille, en fait, ils ont décidé, vu que l'autre, Kimura, est pas mal dans une position très délicate, ils ont décidé d'aller sur le point de vue de ses parents. Ce qui est très intéressant, puisque oui, je sais pas si ça va être la même chose dans le livre, mais le père de Kimura, donc Shigeru, est très important dans la fin du film. Et vu qu'on s'approche de la fin du livre, je me doute que il va pas rester en stand-by. Je suis convaincu qu'il va agir un moment donné. Peut-être pas là, parce que lui vient de s'endormir, mais à voir. Il reste encore 2 chapitres qui s'appellent Kimura, et il reste encore 13 chapitres à lire, donc tranquille, c'est loin d'être fini. Par contre, ce qui est fini, c'est les agrumes après ce chapitre, hein, donc le chapitre 11, donc les agrumes 11, qui est donc le dernier chapitre à s'appeler les agrumes, donc profitons de ces 6 dernières pages sous ce nom-là. Donc les agrumes 11, conclusion des agrumes, techniquement. Mais où Citron peut-il bien être? Mandarine se déplace le long de l'allée vers l'arrière du train, attentif à tout signe de son partenaire, mais ne trouve rien. Je vous l'ai déjà dit, il est probablement descendu à Sendai, affirme Nanao derrière ses lunettes, tout en suivant Mandarine sur la passerelle. Une urgence, sans doute. Et qu'est-ce qui pouvait être si urgent? Nanao s'arrête net. Son corps est tendu et il paraît nerveux. Mais il s'est aussi placé à la distance idéale pour parer toute attaque inopinée. Mandarine est impressionné. Ce gars a peut-être l'air stressé et fragile, mais dans leur métier dangereux, on peut dire que c'est un pro. Et derrière lui, collégien. Sa présence est vraiment agaçante, mais Mandarine a d'autres chats à fouetter que de le chasser. Peut-être a-t-il remarqué une personne louche et il l'a suivi hors du train, propose Nanao. La même chose m'est venue en tête. M'est venue à l'esprit. C'est bien le genre de Citron de repérer quelqu'un qui sort des toilettes et décider sur un coup de tête de le prendre en chasse. Mandarine n'a aucune idée de l'identité de ce possible personnage suspect, mais son associé travaille davantage à l'instinct qu'à la raison. Ce n'est donc pas improbable. Si Mandarine faisait le guet sur la plateforme avec Nanao, il était trop préoccupé pour surveiller les 2 extrémités du train.
il a facilement pu le manquer. Mais même s'il a fait ça, il devrait prendre contact, dit Mandarine, plus pour lui-même que pour Nanao. D'habitude, il ne me laisse jamais sans nouvelles. Il est peut-être paresseux et négligent, mais en cas de changement de plan, il m'avertit toujours. Les trains utiles sont toujours à l'heure, répète sempiternellement Citron. Quand ils ont besoin de changer de voie, ils en informent les personnes concernées, sinon à l'avance, du moins dès que possible. C'est une question de principe en ce qui le concerne. Mandarine sort son téléphone et scrute l'écran. Rien. Au même moment, le collégien, lui, reçoit un appel. Mandarine n'a pas entendu de sonnerie ou de bourdonnement à cause du grondement du train, mais il voit le gamin poser subitement son portable sur son oreille et s'approcher de la porte. Désireux de se débarrasser de cette intrusion juvénile, le malfrat en profite pour faire demi-tour et s'éloigner à grands pas. La porte automatique de la voiture suivante s'ouvre et Mandarine entre, scrutant à nouveau les visages et les valises des passagers. Personne qui ressemble à Citron ou aurait pu avoir affaire avec lui. Il arrive sur la passerelle suivante, talonné par Nanao. Comme je l'ai dit, il a dû descendre à Sendai. Quelque chose me dit que ce n'est pas le cas, réplique Mandarine en s'arrêtant. Il se retourne pour faire face à Nanao une fois de plus. Les réverbérations du train qui martèlent les rails lui font penser à des battements de cœur. Comme s'il se trouvait dans un gigantesque vaisseau sanguin d'acier. Au fait, Coccinelle, une pensée soudaine. Tu as parlé à Citron? Parlé avec lui? Tu veux dire quand? N'importe quand. Mais bien sûr, je suppose qu'on peut dire qu'on a un peu bavardé. A-t-il dit quoi que ce soit au sujet de ma clé? Une clé que je cherche depuis quelque temps. À moins qu'il lui ait laissé un autre message à mon attention. Une clé? Une clé pour faire quoi? Répète Nanao méfiant. Peu importe. Et si Citron était mort? Il permet finalement à cette éventualité de se frayer un chemin dans son esprit. C'est tout à fait possible, voire probable sur ce trajet si particulier en Shinkansen. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Mandarine s'étonne du temps que ça lui a pris. Mais si Citron a été assassiné, cela vient donc de se produire, ce qui signifie que le tueur est encore vraisemblablement à proximité. Mandarine ne saurait dire avec certitude que le coupable n'est pas la Nanao, mais si c'est le cas, Citron aurait forcément tenté de laisser derrière lui un message ou un indice. Il ne t'a rien dit du tout? Rien à propos d'une clé, non. Nanao ne semble pas vouloir dissimuler quoi que ce soit, puis Mandarine se souvient que lorsqu'il a quitté Citron dans les toilettes, il a lui-même continué à marcher vers l'arrière du train, et c'est là qu'il est tombé sur Nanao. Ce dernier ne pouvait donc pas tuer Citron sans que Mandarine s'en aperçoive. Une fois que les pièces du puzzle s'emboîtent, cela devient évident. Il sourit avec ironie. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un ait pu avoir le dessus sur lui. Il doit être coriace, dit Nanao avec sérieux. D'ailleurs, il m'a dit une chose bizarre, c'est que s'il mourait, il reviendrait. Une seconde, Mandarine se demande s'il s'agit d'un message de son associé, mais écarte immédiatement cette idée. Citron dit toujours ça. Chaque fois qu'il rencontre une nouvelle personne, il se vante d'être immortel et d'avoir le pouvoir de revenir les hanter. Parfois, il ajoute même qu'il se réincarnera dans la peau de Citron Z, bien que Mandarine ne sache pas exactement ce que ça signifie. Ouais, Citron et moi, on n'abandonne pas facilement la partie. Quoi qu'il arrive, on réapparaît toujours au moment où on s'y attend le moins. À cet instant, un contrôleur arrive sur la passerelle depuis l'arrière du train. Malgré son jeune âge, il marche la tête haute et les épaules en arrière, dégageant un sentiment de responsabilité et de sérieux. Nanao n'hésite pas à l'accoster. Excusez-moi, à propos de la valise que je vous ai confiée tout à l'heure, elle appartient à ce monsieur, dit-il en désignant Mandarine. Le contrôleur jette un rapide coup d'œil dans la direction de ce dernier. Ah oui, j'ai fait une annonce, mais personne n'est venu la récupérer. Il est toujours dans la salle du personnel. Pourriez-vous la reprendre maintenant? Bonne idée, dit Nanao en se tournant vers Mandarine. Allons la chercher, d'accord? Ce dernier hésite. Il n'a pas terminé son inspection pour retrouver une Citron, mais il craint de laisser la valise lui échapper à nouveau. Sans doute est-il préférable de la sécuriser pendant qu'il en a l'occasion. Monsieur Mandarine, dit une petite voix, et il remarque alors que le collégien est de retour. Il a dû les rattraper après avoir accroché. Petite peste tenace. Mandarine a dépassé le stade de l'agacement et ressent désormais une véritable aversion pour ce gamin qui veut se mêler des affaires des adultes pour se sentir plus grand, mais ne parvient qu'à une seule chose, être une plaie de classe internationale. Le malfrat se demande ce qu'il pourrait faire pour se débarrasser de lui définitivement, mais le gosse reprend la parole. J'ai trouvé quelque chose de bizarre.
Le contrôleur ne lui prête aucune attention. « On va chercher votre valise ?» propose-t-il en se dirigeant vers l'avant, s'attendant clairement à ce qu'ils le suivent. Ils obtempèrent. Nanao emboîte le pas au contrôleur, suivi par Mandarine et par le gamin qui ferme la marche. Au moment où il traverse le wagon 7 et se présente sur la passerelle entre le 7 et le 8, le garçon tire sur la veste de Mandarine. De petits tiraillements pleins d'urgence pour attirer son attention. Le malfrat se retourne et suit son regard. Il observe la porte des toilettes de manière suggestive. « Hey !» dit-il à Nanao. « Va chercher la valise. Je l'attends pendant qu'il va aux toilettes, » dit-il en désignant le collégien du menton. Le contrôleur ne semble pas remarquer que quelque chose cloche, mais peut-être Nanao comprend-il ce qui se passe. Car il hoche la tête et les deux hommes disparaissent dans la voiture suivante. « C'est ici que tu as remarqué un truc bizarre? »« Oui, ce truc-là, » fait le gamin avec une petite grimace. Il montre au bout de fil de cuivre dépassant à la porte. Les yeux de Mandarine s'élargissent. C'est le fil de cuivre de Citron. Aucun doute là-dessus. Le même que celui qu'il a utilisé pour verrouiller la porte des toilettes de l'extérieur quand ils ont caché le corps de Miniguchi Junior. C'est bizarre, vous ne trouvez pas? Les toilettes sont fermées à clé. La mention occupée s'affiche, mais on dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Il se passe quelque chose de louche, et je ne suis pas rassuré. Ce collégien fait penser à un petit enfant qui aurait peur du noir. Citron a laissé ça ici? Demande Mandarine en saisissant l'extrémité du fil avant de tirer vers le haut. La serrure se libère avec un clic. Vous êtes sûr de vouloir rentrer? Mandarine l'ignore et ouvre la porte. La scène qui l'accueille est résolument différente de ce à quoi il s'attendait. Il y a bien des toilettes, mais pas seulement. Il voit aussi des corps éparpillés sur le sol, des membres tordus et enroulés tel un nid de serpent. C'est un spectacle d'horreur, un enchevêtrement grotesque de bras et de jambes. Mandarine a l'impression de plonger dans le silence. Deux hommes adultes s'entassent au pied des toilettes, mais la trame de chair ne semble pas humaine. On dirait plutôt une nouvelle espèce d'insecte gargantuesque, barbotant dans une flaque de sang répandue tout autour comme de la pisse. « Qu'est-ce qui s'est passé? » demande l'enfant d'une voix stridente. Ouais, c'était pas très strident ce que j'ai fait, mais on s'en fout. « Citron, » murmure Mandarine. Il recommence à entendre des sons. Le cliquetis du Shinkansen pénètre jusqu'à son cœur. Il revoit alors le visage de son associé. Pas le masque morbide qui gît en face de lui, les yeux fermés et un trou sanglant au milieu du front, mais l'homme qui bavassait sans cesse de son côté. La lueur enfantine qui s'allumait dans ses yeux quand il disait vouloir être un bon train. Le malfrat sent son cœur se fendre et se briser en petits morceaux. Un vent froid souffle dans le vide de son âme. Il se rend compte qu'il n'a jamais ressenti cela, ce qui l'ébranle encore plus. Une ligne d'un livre résonne dans son esprit. Nous pérîmes, chacun tout seul. Nous avons passé tellement de moments ensemble, mais à la fin, nous sommes tout seuls. Voilà ce qui conclut donc les parties sur les agrumes. Et autant pour Citron, ça semble définitivement être la fin, autant pour Mandarine, l'histoire est loin d'être terminée. Puisqu'il y a toujours le gamin Nanao qui lui colle au basque. Et justement, en parlant du prince, le prince 7. En lorgnant vers le cabinet de toilette, le prince recule d'un pas, puis d'un autre. Il s'efforce de feindre la peur tout en observant les réactions du malfrat. Il a bien remarqué que ce dernier était devenu pâle, s'était figé et semblait sur le point de se briser comme du verre. « Je ne te voyais pas si fragile. » Le prince manque de laisser échapper ses mots à voix haute. Mandarine entre dans les toilettes et referme la porte, abandonnant derrière lui le prince fort dépité. Il aurait tant voulu être témoin de ce qui allait se passer. Cet homme si froid et posé en apparence, va-t-il perdre le contrôle à la vue du cadavre de Citron, ou luttera-t-il pour contenir ses émotions? Après un court instant, la porte s'ouvre à nouveau et Mandarine réapparaît. Son expression est redevenue normale, ce que le prince trouve un peu décevant. « L'autre type là-dedans, c'est l'homme qui t'accompagnait, non? » demande-t-il en faisant un geste du pouce avant de refermer la porte. Il a reçu une balle dans la poitrine, mais le cœur est intact. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Citron est mort, mais ton pote est toujours en vie. Le prince n'arrive pas à comprendre ce qu'on lui dit. Kimura est vivant? Il était pourtant certain que Citron l'avait abattu.
C'est vrai que, sur le moment, il ne lui a pas semblé y avoir beaucoup de sang. Mais l'idée qu'il ait survécu à cette balle lui fait soudainement penser que Kimura est vraiment impossible à tuer. Et il doit se retenir de se plaindre de sa ténacité. Ne te méprends pas, il ne pète pas la forme, ajoute Mandarine. Il n'est pas encore mort, mais il respire. Donc tu en penses quoi? Cela dit, tant qu'il est à bord, ce n'est pas comme s'il pouvait recevoir des soins intensifs. Il n'y a aucun doute. Il n'y a sans doute pas grand-chose à faire pour le sauver, à part peut-être partir en pleurant vers le contrôleur et le suppliant d'arrêter le Shinkansen et d'appeler une ambulance. Un court instant suffit au prince pour décider de sa réaction. Il n'a jamais eu l'intention d'arrêter le train et de faire intervenir les secours. Ce type m'a kidnappé. Le prince explique alors de quelle façon Kimura l'a emmené contre sa volonté et à quel point il a eu peur. Bien sûr, tout est inventé, mais c'est sa version des faits. Découvrir que Kimura est sur le point de mourir est effrayant et déroutant, dit-il à Mandarine, mais c'est aussi en quelque sorte un soulagement. Si seulement Kimura pouvait cesser de lutter et mourir ainsi inutile. Mandarine ne semble pas du tout intéressé. Son regard est dur et indéchiffrable. Le prince se sent attendu. Ce serait attendu à ce qu'un adulte lui dise d'appeler quand même la police, mais le malfrat doit avoir ses raisons de redouter l'intervention des autorités et garde le silence. Il n'esquisse pas non plus le moindre geste pour quitter la zone située devant les toilettes et se contente de fixer le prince. Il y a 2 corps là-dedans. Ton ami n'est pas encore mort, mais ça va pas tarder. Toutefois, le corps de Citron étant tombé sur le sien, cela signifie que ton camarade a été abattu et placé là avant que Citron ne soit tué à son tour. C'est sans doute lui qui a buté ton pote et ensuite on lui a fait la peau. Qui? J'ai trouvé un seul pistolet. Un seul pistolet? Alors qui l'a tué? D'abord, Citron tire sur ton pote, mais avant de mourir, celui-ci devient fou furieux, s'empare de son arme et l'abat à son tour. J'ignore si ça s'est vraiment passé de cette manière, mais c'est une possibilité. Si c'est ce que tu penses, c'est merveilleux. Quoique sur ses gardes, le prince a envie de rire aux éclats. Ce Mandarine est un malin. Il raisonne. J'adore avoir affaire à des gens intelligents. Plus quelqu'un pense logiquement, plus il lui est difficile d'échapper au besoin de justifier ses propres actes. Plus il est aisé pour le prince de le mener dans la direction souhaitée. Mandarine se penche pour inspecter la longueur de fil de cuivre qui dépasse. Le souci, c'est que ça ne colle pas. Le fil de cuivre, à quoi sert-il? Citron l'a utilisé pour verrouiller la porte de l'extérieur. Un petit tour de passe-passe qu'il faisait tout le temps. Mandarine tire sur l'extrémité du fil, pas par nostalgie ni ému par une quelconque tristesse à l'égard de son ami. On dirait qu'il teste simplement la résistance du dispositif. Je demande qui a enclenché ce mécanisme après avoir abattu Citron. Il y avait forcément quelqu'un d'autre avec eux dans les toilettes. Vous me faites penser à un détective. Le prince ne se moque pas de Mandarine, il est sincère. Il convoque une scène qu'il a lue dans un livre, avec un célèbre inspecteur qui explique calmement et sans émotion un meurtre, tout en faisant les 100 pas devant le cadavre. Je ne suis pas en train de jouer aux devinettes. Je me contente d'imaginer le scénario le plus probable sur la base des faits constatés. Je suppose donc que Citron a tiré sur ton ami, planqué le corps dans les toilettes, puis refermé la porte à clé. C'est à ce moment qu'il a utilisé le fil. Le prince ne voit pas où veut en venir Mandarine et se borne à hocher la tête d'un air hésitant. Mais après ça, quelqu'un l'a abattu. C'est cette personne qui l'a emmené dans les toilettes. Il ou elle a probablement pensé qu'il serait plus sûr de cacher les 2 corps ensemble. Puis qui que ce soit, il ou elle a utilisé le fil pour verrouiller la porte à nouveau. Je ne sais pas ce que... Celui qui était là a probablement vu Citron utiliser le fil de cuivre, puis l'a copié pour refermer la porte à son tour. Vous pensez que M. Citron lui a appris comment procéder? Non, pas du tout. L'autre a simplement regardé comment Citron s'y prenait. Mandarine touche le bout du fil, puis remonte un peu sur la passerelle, se penche et examine le sol, baissant la tête pour chercher des indices. Il passe les doigts sur le mur, comme un policier qui enquête sur une scène de crime. Au fait, Citron et toi avez échangé quelques mots, non? Mandarine se retourne soudain, juste en face du prince, et donne l'impression que la question vient juste de l'effleurer. Quoi? Vous avez un peu discuté, non? Quand il était vivant? Je ne te demande pas si tu lui as parlé après sa mort. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Mandarine réfléchit un instant. Quelque chose à propos d'une clé, répond-il en penchant la tête, le regard rivé sur lui. Une clé?
Je suis à la recherche d'une clé. Citron détenait des informations sur le sujet. Est-ce qu'il t'en a parlé? Maintenant que j'y pense, les mots échappent presque au prince. Il se rappelle les dernières paroles qu'il a entendues de la bouche de Citron quand il luttait désespérément contre le sommeil. Avec une avec une dernière once d'énergie, la balbutier, la clé se trouve dans une consigne à Morioka. Dis-le à Mandarine. Comme le prince ne savait pas de quelle clé parlait Citron, cela lui est resté en tête. Il réfléchit et se demande si en parler à Mandarine pourrait mettre en lumière quelque chose d'intéressant. Il a les mots sur le bout de la langue. Oui, il a bien évoqué une clé, mais je n'ai pas compris à quoi il faisait allusion. Les mots sont sur le point de jaillir de ses lèvres. Mais alors qu'il ouvre la bouche, une alarme se déclenche dans sa tête. C'est un piège. Il n'en a aucune preuve, pourtant son instinct lui ordonne de se taire. Non, il n'a rien dit à ce sujet. Vraiment? Mandarine garde le silence, mais n'a pas l'air particulièrement déçu. Le prince l'observe. Aurais-je dû lui parler de la consigne de Morioka? Cela dit, garder le silence ne m'a pas porté préjudice. La situation n'a pas changé. Peut-être même que j'ai gagné un peu de terrain. Malgré tout, il y a une chose que je ne comprends toujours pas, soudain Mandarine. Quoi? Quand ton téléphone a sonné, tu t'es éloigné pour prendre l'appel. Tu sais, sur la passerelle entre les voitures 5 et 6. Il me semble, oui. Et ton siège est bien dans la voiture 7. Il s'en est souvenu? Mandarine n'est passé devant son siège qu'une seule fois. Les yeux de l'homme le transpercent. Le prince, conscient que le malfrat cherche à le déstabiliser, s'est dit qu'il doit garder son calme à tout prix. Vous voyez, dit-il timidement, je suis retourné à ma place, et puis j'avais besoin d'aller aux toilettes. Alors je suis revenu par ici. Bien, une réponse parfaitement acceptable. Se congratule le prince en lui-même. Vraiment? Mandarine hoche la tête à son tour. Dis-moi, tu as déjà vu ça? Il sort une petite planche froissée d'autocollants colorés et la déplie. Le prince reconnaît les personnages de Thomas et ses amis. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai trouvé dans la poche de la veste de Citron. Il était fan de Thomas. Assez pour me rendre fou. Alors, qu'en est-il? Il manque des autocollants. Mandarine montre du doigt 2 espaces vides et le prince se souvient du moment où Citron, à terre, avait collé un autocollant sur le sol représentant un train vert qu'il a décollé et jeté à la poubelle. Il ne t'en a pas donné un, n'est-ce pas? Le prince a la sensation que des palpeurs invisibles sortent du corps de Mandarine, des vrilles végétales incolores et transparentes qui lui effleurent le visage, caressant la surface pour révéler ce qu'il cache à l'intérieur. L'esprit du garçon s'emballe. Il ne sait pas comment répondre. Feindre l'ignorance ou inventer quelque chose de plausible à propos de l'autocollant. Il m'en a donné un, mais j'ai eu peur alors je l'ai jeté à la poubelle. Le prince se félicite d'être encore au collège. Il sait que Mandarine pourrait très bien suivre son instinct et devenir violent, l'interroger sur la contrainte à propos de la mort de Citron. Nul doute qu'il a déjà fait de nombreuses fois. Mais il s'abstient de le faire avec lui. Et pourquoi? Parce que le prince est encore un enfant. C'est la seule chose qu'il retient. Mandarine le pense trop jeune et trop faible pour lui faire du mal, sans preuve solide. Sa petite part d'humanité cherche quelque chose de plus concret avant de lui infliger une punition. Même si la part d'humanité de chacun n'a jamais fait de bien à personne. Mandarine est plus intelligent que Citron, avec plus de profondeur et de substance. Sa vie intérieure est plus développée, et il a une bien meilleure capacité d'imagination qui le conduit à ressentir davantage d'empathie, ce qui au final ne fait que le fragiliser. Mandarine sera plus facile à maîtriser que Citron, ce qui signifie que je vais probablement le battre. Oh, tu l'as jeté, c'est ça? Et c'était quel personnage? S'enquiert Mandarine avec une expression très sérieuse. Quoi? Le train fait une embardée et le prince, perdant tout à coup l'équilibre, pose la main sur le mur pour se rattraper. L'autocollant qu'il t'a donné, un des deux qui manque, c'était quel personnage? Tu te souviens de son nom? Dans la main de Mandarine, la planche d'autocollant est tachée de sang. Je n'en ai aucune idée. Eh bien, comme c'est étrange. Le prince a l'estomac noué comme s'il marchait sur une corde raide et il arrivait dans un espace vide et froid. Froid et vide. Qu'est-ce qui est étrange? Il tenait toujours à ce que tout le monde apprenne le nom des amis de Thomas. Alors chaque fois qu'il donnait un autocollant ou un jouet à quelqu'un, il s'assurait de prononcer son nom. 100% du temps,
S'il t'a donné un autocollant, tu l'as forcément entendu. Même si tu t'en souviens pas, c'est obligé. Le prince réfléchit. Quelque chose lui dit de ne pas répondre. Il se concentre sur la nécessité de retirer délicatement son pied de l'abîme pour retrouver son équilibre sur la corde raide. Je suppose qu'il t'a donné celui-là, poursuit Mandarine en pointant du doigt l'un des deux espaces vides. Le vert, c'est ça? Ah oui, c'est vrai. L'autocollant qu'il a jeté représentait effectivement un petit train vert. C'est Percy, le mignon petit Percy. Citron l'adorait. Je crois que c'était son nom, oui, répond le prince sans engager complètement, attendant de voir ce qui va se passer. Le visage de Mandarine ne laisse rien transparaître. Et sais-tu quel personnage était ici? Demande-t-il en montrant l'autre espace vide. Non, aucune idée, répond le prince en secouant à nouveau la tête. Il ne me l'a pas donné, celui-là. Mais moi, je sais. Ah bon? Oui, parce qu'il est collé juste là sur ton col, dit Mandarine, en attrapant le garçon par le revers de son blazer avant de le lâcher tout aussi soudainement. Interloqué, le prince reste immobile. Regarde, c'est Diesel, ce bon vieux Diesel, dit Mandarine en lui montrant un autocollant d'un train noir au visage carré. Surpris, le prince parvient, après une lutte désespérée avec lui-même, à n'en laisser rien paraître. Vous en connaissez un rayon, vous aussi sur Thomas et ses amis, monsieur Mandarine. Le visage du malfrat se fige en une légère grimace. On aperçoit aussi l'ombre d'un sourire, sans doute involontaire. Il ne parlait que de ça. J'espère me souvenir au moins d'une chose ou deux. Puis il sort de sa poche derrière un petit livre avec une couverture orange portant le titre et le nom de l'auteur. J'ai aussi trouvé ça dans sa veste. Mandarine passe les doigts dessus, puis l'ouvre à un endroit marqué par le signet. Il est arrivé jusqu'ici, poursuit-il, d'une voix égale avant de murmurer. Citron n'a jamais aimé celui-là. Et moi non plus. C'est une mauvaise graine. Diesel est malveillant et rancunier. Citron disait toujours de ne pas lui faire confiance. Il est menteur et ne se souvient jamais du nom des gens. Voilà que je trouve cet autocollant sur ta veste. Il a dû bredouille le prince en regardant de côté. Citron l'a certainement collé au moment où il a attrapé le prince sans que celui-ci le remarque. Je suis dans de sales draps. Cette pensée lui fait mal. Pourtant, il ne perd pas espoir. Sur la base de ses expériences passées, il y a de nombreuses raisons de croire que les choses peuvent encore aller dans son sens. Mandarine n'a toujours pas sorti son arme, peut-être parce qu'il sait qu'il peut le faire à tout moment, ou peut-être parce qu'il y a une autre raison de ne pas le menacer. Dans tous les cas, ça ne semble pas l'inquiéter outre mesure. Il reprend la parole sur un ton calme et serein. Il y a un personnage que j'aime bien dans Crime et Châtiment de Dostoïevski. Mais coudonc, après le Rwanda en histoire, on entend parler de Dostoïevski, j'ai entendu parler en philo. Le prince paraît désorienté par ce brusque revirement de situation. Le voici. La science, au contraire, dit, avant tout autre, aime-toi toi-même, car tout dans ce monde repose sur l'intérêt personnel. En gros, ça signifie que la chose la plus importante est ton bonheur personnel. Si tu t'en soucies, cela aide tous les autres à être heureux aussi. En ce qui me concerne, je n'ai jamais passé beaucoup de temps à méditer sur le bonheur ou le malheur de mes congénères. Donc quand je lis ce passage, il résonne curieusement chez moi. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Le prince lui répond par sa question préférée. Pourquoi est-ce mal de tuer des gens? Mandarine ne paraît pas décontenancé. Eh bien, voici ce que Dostoïevski dit dans Les Possédés. Je rentre et déjà le crime n'est plus une folie, mais c'est lui précisément le vrai bon sens, presque un devoir, du moins une noble protestation. Comme un assassin instruit ne tuerait-il pas s'il a besoin d'argent? Il dit qu'il n'y a rien d'inhabituel dans la transgression, que c'est tout à fait normal. Et c'est ce que je ressens moi aussi. Mandarine sort des citations éloquentes tirées de romans, mais le prince ne pense pas qu'elles répondent réellement à sa question. Et bien qu'il soit d'accord avec l'idée que le crime soit synonyme de bon sens, l'idée qu'il s'agisse d'une noble protestation le frappe comme une remarque narcissique, au mieux capable de fournir un amusement superficiel. Une fois de plus, il est déçu. Une réponse de plus basée sur l'émotion, même si elle a de plus de substance que d'habitude. Des mots et encore des mots. J'attends des arguments plus objectifs sur les raisons pour lesquelles le meurtre n'est pas autorisé. Pourtant, en même temps, il repense à l'idée téléphonique
À l'appel téléphonique reçu juste après avoir passé la gare de Sendai, l'homme qui rôdait autour de l'hôpital en attendant le feu vert pour agir sur le fils de Kimura lui a dit « Je suis à l'intérieur, habillé comme un infirmier. Je suppose que tu as dépassé Sendai maintenant. » Je n'ai pas eu de tes nouvelles et je me demandais si je devais continuer à patienter. Il semblait agité et impatient d'exécuter son contrat. « Ne faites rien pour l'instant, lui a dit le prince. Je vous rappelle les règles. Si vous me téléphonez et que je ne décroche pas après 10 secondes, vous pouvez y aller. » D'accord, c'est compris. L'homme avait le souffle coupé par l'excitation. Ce type qui n'aimait personne d'autre que lui-même et n'avait aucun scrupule à tuer un enfant pour de l'argent. Sans aucun doute, se disait-il, que ce n'était pas vraiment un meurtre, qu'il allait seulement bidouiller un peu seulement bidouiller un peu des instruments médicaux. Les gens sont tellement désireux de se justifier. « Tu es au collège, non ?» demande Mandarine. « Quel âge as-tu » ? « 14 ans. »« Parfait. »« Parfait. Tu connais l'article 41 du Code pénal ?»« Pardon ?» ?»« Suivant l'article 41, les personnes au-dessus de 14 ans ne peuvent pas être... Au-dessous de 14 ans ne peuvent être condamnées pour leurs crimes, tu le savais. Mais une fois que tu as 14, tu es jugé comme tout le monde. Je l'ignorais, mais bien sûr qu'il le sait. Le prince est incollable sur ce genre de questions, mais ça ne l'a jamais empêché de faire ce qu'il fait, même après ses 14 ans. Ce n'est pas comme s'il commettait ses crimes simplement parce qu'il espérait échapper à la justice. La loi est seulement une chose qu'il doit garder à l'esprit lorsqu'il passe à l'acte. Ces crimes existent dans une dimension qui dépasse les menus détails de la loi. Je vais te faire découvrir un autre passage que j'aime bien. Celui-ci, il est tiré du Marin rejeté par la mer de Mishima. Putain, décidément, que des putains d'auteurs que j'ai lus. C'est bien, au moins j'ai les refs. Bon, pas les romans précisément qu'il dit, genre Les Possédés, et Crime et Châtiment, et Marin rejeté à la mer. J'ai pas lu ces livres-là précisément, mais j'ai déjà lu des trucs de ces auteurs-là. Donc, je suis pas perdu. Qu'est-ce que ça dit? Le roman comporte une citation sur l'article 41 du Code pénal par un enfant ayant à peu près ton âge. C'est le symbole des rêves que les adultes ont pour nous, tout en étant le symbole que ces rêves ne seront jamais réalisés. Parce qu'ils sont assez stupides pour penser que nous ne pouvons rien faire, ils nous ont donné un aperçu d'un seul morceau de ciel bleu, un fragment de liberté parfaite. J'aime ce passage à cause de la distance de l'écriture, mais il contient aussi un indice pour répondre à ta question. Dire que c'est mal de tuer est l'expression d'un rêve d'adulte. Rien de plus. Un fantasme. Comme le Père Noël. Quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. L'image d'un beau ciel bleu que quelqu'un en grande détresse a peinte avant de se cacher sous ses couvertures pour le contempler au lieu de se confronter au monde. Ça se passe ainsi avec la plupart des lois. Ce ne sont que des symboles conçus pour que les gens ne se sentent mieux. Le prince ne comprend toujours pas pourquoi Mandarine s'est mis à citer des romans sans raison, mais il perd un peu de respect pour lui en remarquant qu'il semble toujours obligé de s'appuyer sur les mots d'un autre. C'est alors qu'il remarque le pistolet. 2 pistolets en fait, pointés droit sur lui. L'un est appuyé contre sa poitrine, l'autre est posé sur la main ouverte de Mandarine, tendue vers le prince, comme une bouée de sauvetage. Qu'est-ce qui m'arrive? Écoute-moi bien. Je suis plus qu'un peu en colère. Les enfants de ton espèce me cassent particulièrement les couilles. Mais te tirer dessus alors que tu es sans défense, ça ne me convient pas. Par principe, je ne m'en prends pas aux faibles. Donc je vais te donner ce pistolet. Comme ça, on en aura chacun un, et la question sera de savoir qui tire et qui se fait tirer dessus. Incapable de prévoir le prochain coup de son adversaire, le prince n'esquisse pas un geste. Dépêche-toi de le prendre. Je vais te montrer comment t'en servir. Observant attentivement Mandarine, le prince referme les doigts sur l'arme, puis recule, prestement, de 2 pas. Attrape la glissière et tire-la vers l'autre. Tiens la crosse et abaisse ce levier, c'est la sécurité. Ensuite, tout ce qu'il te reste à faire, c'est de pointer le canon sur moi et de presser la détente. Le visage de Mandarine est inexpressif et ne se comporte avec calme. Est-il seulement en colère? Le prince est sur le point d'ajuster sa prise sur l'arme et d'effectuer les gestes qu'on vient de lui indiquer quand l'arme glisse subitement de sa main et tombe par terre. Pris de panique, il est convaincu que Mandarine va saisir cette occasion de l'attaquer. Mais l'homme se contente d'esquisser un petit sourire. Du calme, ramasse-le et réessaie. Je ne tirerai que quand tu seras prêt.
Il ne donne pas l'impression de mentir. Le prince se penche pour saisir l'arme, mais une pensée lui vient à l'esprit. Est-ce un signe que ma main est glissée à un moment si crucial? Pour quelqu'un comme lui, d'une chance indécente à toujours protéger, une défaillance de cette envergure paraît contre nature. Il comprend alors qu'il est sans doute destiné à laisser tomber le pistolet. Sa maladresse était inévitable. « N'en ai pas besoin, dit le prince en lui rendant l'arme. Une ombre passe sur le visage de l'homme et ses sourcils se rapprochent. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu penses que te livrer suffira à sauver ta peau? Non, ce n'est pas ça. Je crois que c'est un piège, répond le prince, désormais confiant. Mandarine se tait. Je le savais. Le prince éprouve plus que du soulagement, le sentiment d'avoir accompli un exploit. La chance ne me quitte pas. Il n'en connaît pas les spécificités techniques, mais il détecte une anomalie avec cette arme et devine qu'il se ferait du mal s'il tenait de l'utiliser. Rappelez-vous du film, il y a quelque chose avec une arme trafiquée là-dedans. Je suis impressionné. En effet, si tu presses la détente, ce truc explose. Ça ne t'aurait sans doute pas tué, mais tu ne t'en serais pas sorti indemne. Ma chance est un champ de force magnétique. Le prince n'a pas le plus peur de Mandarine. À ce stade, il pourrait même commencer à me craindre. La porte de derrière s'ouvre pour laisser entrer quelqu'un. « À l'aide! » hurle le prince sur un ton pitoyable. « Il veut me tuer! Au secours! » Moins d'une seconde plus tard, la tête de Mandarine pivote brutalement sur son axe. Lui, qui regardait droit devant lui, a tout à coup la tête tournée sur le côté. Il bascule en avant et le pistolet tombe avec lui. Le plancher du Shinkansen reçoit le corps et le transporte avec les cahotements du train, semblable à la clameur rituelle d'une procession funéraire. Au-dessus de Mandarine se tient Nanao. Il est de retour avec la valise. Et ça tombe bien puisque déjà on vient de faire on a atteint le palier des 400 pages et c'est le dernier gros palier parce que ça finit à 477. Mais bon, il reste encore un petit chapitre pour aujourd'hui. Un petit 7 pages se nommant donc Coccinelle 11, l'arrivée de Coccinelle. Et je sens que ce qui va arriver, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Donc je suis prêt pour la conclusion de cette vidéo avec ces 7 pages. Coccinelle 11. Nanao n'a même plus la force de soupirer. Il fixe d'un regard vide le cadavre de Mandarine, le cou brisé. Attends quoi? Pourquoi ce genre de truc continue à se produire? Il allait me tuer, annonce le collégien d'une voix tremblante. L'irritation que ressent Nanao à l'égard du gamin s'est évanouie comme le reste de ses émotions. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ces gens se tiraient dessus, explique le gamin. Ces gens? L'usage du pluriel ne lui échappe pas. Le collégien montre du doigt les toilettes. Ah, ok. La tête tournée sur le côté, ok. Donc c'est. Ok, j'avais pas catché qu'il venait de se faire tuer. Moi je pensais que c'est juste Nanao allait arriver puis il y allait un combat qui allait avoir lieu. Mais bon, on sait que Nanao, avec le loup et le frelon, il lui a tous les deux brisé le cou. Donc en gros, c'est pas surprenant qu'il ait brisé le cou de Mandarine aussi. Hein. Donc là, définitivement, il n'y aura plus de chapitre de citron. Hein. Là, si Mandarine et Citron sont morts, bon, là c'est fini. En même temps, j'aurais pu deviner la clameur rituelle d'une procession funéraire. Funéraire! Voilà. Bref, je divague. Pardon. C'est juste pour clarifier les idées et clarifier les vôtres si vous étiez dans la même état d'esprit que moi. L'usage du pluriel ne lui échappe pas. Le collégien montre du doigt les toilettes. Si vous tirez ce fil de cuivre vers le haut, la porte s'ouvrira. Nanao suit ses instructions et comme de juste, la serrure est déverrouillée. Il regarde à l'intérieur et ses yeux se révulsent à la vue d'un cadavre gisant à la base des toilettes. Pas un, mais 2 cadavres, jetés là comme des déchets, tels des appareils ménagers mis au rebut. « Oh non, c'est pas possible, j'en ai assez! » À bout de nerfs, Nanao laisse échapper un gémissement enfantin. « Ça suffit à la fin! » Il sait pertinemment qu'il ne peut pas abandonner le corps de Mandarine au milieu de la passerelle. Aussi le déplace-t-il dans les toilettes, déjà bien remplies. Stockage de cadavres en tout genre, pense-t-il, lugubre. La fouille du malfrat fait apparaître son téléphone portable et un morceau de papier plié en deux. Un ticket de loterie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelque chose est écrit au verso, dit le gamin. Il le retourne. C'est le croquis d'un train au stylo bille avec au-dessus le nom d'Arthur. C'est quoi? Le dessin d'un train. Nanao le replie et le met dans sa poche.
puis il finit de réorganiser les choses dans les toilettes avant de revenir sur la passerelle. Vous m'avez sauvé la vie, dit le collégien en ramenant son sac à dos sur ses épaules. Nanao a cru voir un objet ressemblant à une arme dans la main du gamin, mais elle est vide. C'était mon imagination. Il referme la porte et tripote le fil de cuivre jusqu'à parvenir à la verrouiller, tout en repassant dans sa tête le fil des événements qui viennent de se produire. Après avoir récupéré la valise dans la salle du personnel, il est revenu sur ses pas et aperçut Mandarine qui pointait une arme sur le collégien. Le regard apeuré du gamin et le désespoir de sa voix ont poussé Nano à agir immédiatement. Au-delà de cet enfant sans défense qui appelait à l'aide, il a revu le garçon kidnappé qu'il a abandonné à son sort il y a une éternité. Son esprit s'est vidé. Il s'est placé derrière Mandarine et lui avait brutalement fait tourner la tête sur le côté. Un instinct primaire l'a incité à employer une force létale, comme s'il pressentait qu'attaquer Mandarine sans le tuer le mettrait en danger. Donc, jamais 203, il a tué 3 personnes de cette manière-là, il faut croire que c'est efficace. Pourquoi te menaçait-il? Je sais pas, il a trouvé des cadavres dans les toilettes et il a pété les plombs. La vue du corps sans vie de son associé l'aurait-il poussé à bout? Cela ne semble pas impossible. Je ne peux même pas dire qui a tué qui, Super Nanao. Il ne se soucie plus des détails. Tout ce qu'il désire, c'est descendre de ce train grotesque. Il a l'impression que le Shinkansen est le malheur personnifié, lancé à 250 km/h. Le train malheur et calamité, en route pour le nord du pays, avec Nanao à son bord. Il se demande un instant ce qu'il doit faire du pistolet que Mandarine a laissé tomber, avant de décider de le jeter à la poubelle. Oh? Quoi? On se sentirait plus en sécurité si vous le conserviez. S'accrocher à ce truc n'amènera que des ennuis, crois-moi sur parole. Nano est convaincu que la meilleure solution compte tenu de sa chance inouïe est de garder ses distances avec tout objet dangereux. Il se débarrasse également du téléphone de Mandarine, puis saisit la poignée de la valise. Ras-le-bol, je vais en finir. Le visage du collégien se raidit et ses yeux se mouillent de larmes. Vous allez descendre du train? Je ne sais pas ce que je dois faire. À présent que Mandarine et Citron ne sont plus là, il ne peut plus prévoir ce que fera Minegichi, même s'il est probable que la colère du roi de la pègre se serait abattue sur ces deux-là, et non sur sa personne. La mission de Nanao se bornait à voler une valise et à descendre du Shinkansen. S'il débarque quelques stations plus loin, la valise en main, il ne devrait plus y avoir de problème. Il ne récoltera peut-être pas la meilleure note, mais il aura quand même un 15/20. Du moins, c'est ce qu'il pense. Enfin, ce qu'il espère. Un message se fait entendre pour annoncer l'arrivée imminente en gare d'Ichinoseki. Pile poil au bon moment. Pourriez-vous, s'il vous plaît, rester avec moi jusqu'à Morioka? Le lycéen donne l'impression d'être sur le point de fondre en larmes. J'ai peur. Nanao souhaiterait pouvoir se boucher les oreilles. Il n'est pas du tout disposé à s'engager plus dans ce train, convaincu que de rester à bord jusqu'à Morioka ne lui apporterait rien de bon. Parce que le garçon n'arrive pas à formuler sa phrase. Un mauvais pressentiment étreint Nanao. La certitude qu'une vérité dérangeante est sur le point de jaillir de la bouche de ce gamin et qu'il ne pourra plus y échapper. Cette pensée le terrifie. Il esquisse même le geste de se couvrir les oreilles. Si je ne parviens pas à Morioka, je connais un petit garçon qui court un grand danger. Les mains de Nanao s'arrêtent à quelques millimètres de ses oreilles. De quoi tu parles? Une sorte de prise en otage. Le fils d'un type de ma connaissance. Il n'a que 5 ou 6 ans et il est à l'hôpital. Et si je ne descends pas à Morioka, sa vie sera en grand danger. Sa vie? Que se passe-t-il exactement? Je n'en suis vraiment pas certain. C'est précisément le genre de choses que Nano ne voulait pas entendre. Il ressent une vive inquiétude à l'idée que ce collégien ne puisse pas arriver sain et sauf à Morioka, mais en même temps il est impatient de descendre du Shinkansen. Tout ira bien. Il ne va rien se passer d'autre d'ici à Morioka. Mais Nanao ne croit pas un mot de ce qu'il dit. C'est comme une prière sans conviction. Il doute qu'elle puisse avoir un quelconque effet. Retourne à ta place et tout ira bien. Vous promettez que rien d'autre ne va arriver? À vrai dire, je ne peux pas en être absolument certain. Je ne sais pas ce qui se passera quand je descendrai à Morioka. J'ai peur. Je doute de pouvoir faire quoi que ce soit. La porte de la voiture s'ouvre et un homme fait son entrée. Nanao s'arrête au milieu de sa phrase et se fige, désireux de ne pas paraître suspect, ce qui, bien sûr, produit l'effet inverse. « Oh, bonjour. » Nano se retourne. C'est le professeur de classe préparatoire. Il se tient là, sans substance, presque transparent, donnant l'impression
qu'on pourrait passer la main à travers lui, tel un spectre. Le professeur se gratte la tête d'un air penaud. J'ai raconté à mes élèves que je voyageais dans la voiture verte, et me suis dit que si je n'allais pas au moins voir comment elle était, je ne pourrais pas les convaincre que c'était vrai. L'homme semble sincère. Il sourit avec embarras, ayant avancé une explication quant à la présence avant même que Nanao ne l'interroge. Par simple avis de prof, lance Nanao avec un demi-sourire. C'est un de vos amis? Demande le collégien avec méfiance. Ce gamin doit penser que tout le monde à bord de ce train est du genre dangereux, se dit Nanao. Je doute qu'il se soit jamais attendu qu'on lui pointe une arme sous le nez ou à découvrir des cadavres dans les toilettes. Les enfants ne devraient pas quitter la cour de récréation. Pas exactement, on a juste un peu discuté. Il est professeur de classe préparatoire. Je m'appelle Suzuki. L'homme n'avait pas besoin de se présenter, mais il l'a fait quand même, ce que Nanao prend comme un signe de franchise. Et il lui donne une idée. Suzuki, à quel arrêt descends-tu? Morioka? Pourquoi? Nanao n'y a pas vraiment réfléchi, mais par commodité, il se dit que leur rencontre avec Suzuki ici et maintenant doit avoir un sens. Ça te dérangerait de tenir compagnie à ce gamin? Pardon? Je dois descendre à Ichinoseki. J'espérais que tu pourrais le garder sous ton aile jusqu'au terminus. Suzuki paraît déconcerté par la demande de Nanao, ce qui est logique puisqu'il lui semble s'agir plus d'un ordre que d'une requête. Le gamin a l'air tout aussi contrarié. Il regarde fixement Nanao comme si celui-ci venait de l'abandonner. Est-il perdu? Finit par demander Suzuki. Non, pas perdu. Il a seulement peur de faire la route tout seul jusqu'à Morioka. Je dois rester avec vous, répète le gamin, clairement mécontent de ce changement de plan. Son visage affiche un sentiment mêlé d'insubordination et d'anxiété. Je dois prendre ça et descendre à la prochaine station, annonce Nanao en soulevant la valise. Mais cela ne me dérange pas de faire le trajet avec ce jeune homme, mais il semble que cela ne va pas apaiser ses craintes, fait remarquer Suzuki, déconcerté. Nanao pousse un soupir. Le Shinkansen perd de la vitesse à l'approche d'Ichinoseki. Nanao regarde défiler le paysage, puis jette un coup d'œil au collégien qui regarde lui aussi par la fenêtre. Il prend alors conscience que le gamin est étonnamment calme. Ce n'est pas normal. Il n'est pas un peu trop tranquille pour avoir subi un voyage rempli d'armes et de cadavres. Qu'est-ce qu'il peut bien penser de moi? J'ai quand même tordu le cou à Mandarine juste sous ses yeux, et pas par accident. C'est ce que j'avais l'intention de faire, et je m'y suis pris comme si je savais exactement comment m'y prendre. Il devrait au moins me craindre davantage, ou m'interroger sur ce qui se passe ici. Pour quelle raison aurait-il envie de se rendre à Morioka en compagnie d'un tueur? Et puis la réponse lui vient subitement. C'en est trop pour moi. Il est incapable de gérer, alors il s'est refermé sur lui-même. Une réaction parfaitement logique après avoir échappé de si peu à la mort. Pauvre petit gars. Et c'est donc la fin de cette vidéo numéro 10 sur Bullet Train. Maintenant, officiellement, bon, on se doute maintenant, Mandarine est mort. C'est officiel. Citron Citron et Kimura, fils, les deux ont des très grandes chances d'être aussi très très près du trépas. Mais comme on peut le voir, ce cher coccinelle et le prince sont maintenant techniquement ensemble. Donc moi je considère que, bon, c'est peut-être pas officiel, mais à présent tous les personnages se sont tous ensemble rencontrés. Donc nous avons enfin une suite de chapitres qui passe pas d'un point de vue à un autre. Là on est vraiment sur une suite logique puisque tous les personnages sont maintenant reliés. Et donc, à présent, jusqu'à la fin, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Et tout ça, vous allez le voir dans
les 2 lectures de la semaine prochaine qui vont donc être les 2 dernières. Donc la semaine prochaine est la dernière semaine de lecture de Bullet Train. Donc lundi prochain, le 2, il va y avoir les chapitres Kimura 8, Le Prince 8, Coccinelle 12, Le Prince 9 et Coccinelle 13. Et mardi prochain, les 2 dernières vidéos, donc les 5 derniers chapitres. Le Prince 10, les Liserons 4, Kimura 9, Coccinelle 14 et la conclusion qui est donc La Bête à bon Dieu, plus la conclusion. Donc la semaine prochaine, on va conclure tout ça en espérant que ça vous plaise. Moi, évidemment, je suis toujours aussi hypé parce qu'on est sur un livre qui est très différent du roman, mais ça, je l'ai dit très souvent. Même si dans cette partie-là, on a vu pas mal de scènes qu'on reconnaît quand même du film. Mais bref. Merci d'avoir écouté les 2 vidéos de cette semaine. Et donc, je vous dis, mes chers abonnés, on est 120 à présent, merci. Je vous dis, mes chers 120 abonnés, à la semaine prochaine pour les 3 dernières vidéos sur Bullet Train. Bonne semaine et à la prochaine.